Madame, Monsieur, en route pour notre tour du monde hebdomadaire. Cette semaine, à l'approche de la journée mondiale du travail invisible, et oui, nous avons souhaité mettre en avant cette notion peu connue, voire même ignorée. Alors, quels sont les métiers qui, injustement, bien sûr, ne sont pas reconnus comme tels? En quoi consiste-t-il? Et qui sont les premiers concernés? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos journalistes, de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, vous le savez, vous l'avez compris, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Pour nous éclairer sur ces travailleurs de l'ombre, voici nos correspondants bien visibles, eux, Amaury Guibert, pour commencer, qui nous attend à Berlin, Arnaud Miguet, que l'on rejoindra à Pékin, Sandrine Mercier, notre correspondante en Espagne, et enfin François Baudonnet, qui, lui, nous donne rendez-vous à Rome. Alors, pour la première escale, nous partons tout de suite en Allemagne, où les tâches domestiques effectuées par les mères de famille ne sont pas prises à la légère. Non, un travail invisible qu'il est de moins en moins. Bonjour Amaury, au pays d'Angela, donc, il est très courant de faire apparemment une pause dans sa carrière pour s'occuper de ses enfants. Est-ce bien considéré pour autant ? Ah oui, c'est plutôt bien considéré, en tout cas plus que d'essayer de concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille. Il y a d'ailleurs en Allemagne une expression assez désobligeante pour désigner ces mamans qui reprennent le travail très vite après avoir eu un enfant. On les appelle parfois ici les Rabenmutter, les mères corbeaux. En fait, il est plus dans la tradition, il est plus fréquent de faire une longue pause dans sa carrière professionnelle, voire de s'arrêter complètement de travailler pour s'occuper de ses enfants et de sa famille. Il y a en Allemagne un peu plus de 10 millions de mères au foyer, mais ne dites pas qu'elles se sont arrêtées de travailler. S'occuper des enfants, s'occuper du foyer, c'est bien sûr un job à temps plein qui apporte beaucoup au budget de la famille, qui apporte aussi beaucoup à l'économie au sens large. Et c'est pour cela que certains ont émis l'idée de rémunérer ce travail invisible, de créer un salaire parental, un véritable salaire, pour donner aussi un statut social à ces femmes au foyer, une reconnaissance qui aujourd'hui leur font parfois défaut. Regardez ce reportage que nous avons réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Verte. Dès le matin, elle est sur le pont. Noémie Schrott est mère au foyer et elle a des journées bien remplies. Il faut s'occuper des enfants qui restent à la maison, Myriam a 1 an et demi, Raphaël 3 ans, mais aussi faire le ménage. Elle ne travaille pas, mais ce qu'elle fait jour après jour est bien plus prenant. Je travaille toute la journée, c'est aussi simple que ça. À partir du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche. Et la nuit aussi, surtout avec des enfants en bas âge. Être mère au foyer, c'est bien un travail à plein temps, mais quelles en sont les contreparties? Cette question, Noémie se la pose souvent. Elle aimerait un peu plus de considération. Il faut que je garde en tête la valeur de ce travail, car ça ne se voit pas sur mon relevé bancaire. Les revenus de la famille dépendent de son mari qui travaille. Noémie a fait le choix de mettre sa carrière entre parenthèses, mais pour elle, il est urgent de mieux reconnaître ce travail invisible réalisé par les mères au foyer. Il faudrait que la femme qui reste à la maison reçoive un revenu, ce qui la rendrait plus indépendante vis-à-vis de son mari. Pas pendant 30 ans, mais 3 ans, ce serait bien. Mais quel pourrait être le salaire correspondant à ce travail? La question peut paraître saugrenue, mais des économistes très sérieux se sont penchés dessus. À l'Institut pour l'économie sociale, le professeur Dieter Domen a fait les comptes. En partant sur 14 heures de travail hebdomadaire, payé 15 à 20 euros de l'heure, le salaire moyen d'une personne qui reste au foyer peut être estimé à 900 euros par mois au moins. Et à l'échelle de tout le pays, la valeur de ce travail pèse lourd. On arrive à une estimation comprise entre 110 et 160 milliards d'euros par an. Les personnes qui restent au foyer apportent donc énormément à l'économie. Les rémunérer permettrait selon lui de réparer une double injustice. Mieux considérer ce travail effectué dans la famille est très important aussi pour le calcul des retraites. Les femmes qui travaillent moins ou pas du tout perdent des points de retraite. Et elles ont plus de risques de basculer dans la pauvreté quand elles atteignent le 3e âge, surtout quand elles sont divorcées. Voilà pourquoi des associations comme celle de Sabine Menken militent pour l'instauration d'un vrai salaire parental. Seule condition, dit-elle, pour garantir l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce revenu parental que nous demandons permettrait de créer une vraie liberté de choix pour que chaque parent puisse décider comment se fait le partage entre le travail et la famille. Et pour Noémie Schrott, comme pour des millions de mères au foyer allemandes, ce n'est pas seulement une question d'argent. Il en va aussi de la considération de la société tout entière pour ce travail invisible qu'elle réalise jour après jour.
Alors soyons clairs, Amaury, actuellement, qu'est-ce qui existe en termes d'allocation justement pour aider toutes ces mères au foyer ? Il y a beaucoup de choses qui existent parce que confrontée à une baisse inquiétante de sa natalité, l'Allemagne a dû mettre en place une politique familiale assez ambitieuse. Les aides sont nombreuses, elles sont parfois généreuses. La première d'entre elles, c'est le Kindergeld, c'est l'équivalent des allocations familiales que l'on connaît en France. Ça s'élève à 192 € par mois et par enfant. C'est cumulable et sans condition de ressources. Il y a aussi un système de congé parental qui existe, qui permet aux parents de s'absenter du travail pendant 1 an et demi environ, tout en conservant les 2/3 de leur salaire. On le voit, il y a des choses qui existent pour soutenir les mères et plus rarement les pères qui décident de rester à la maison. Mais pour les associations qui militent, qui demandent ce salaire parental, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus, notamment pour les mères célibataires, les femmes divorcées qui, dans ce cas-là, sont souvent obligées de reprendre un travail pour subvenir aux besoins de leur famille. Et ce sont souvent des emplois à temps partiel et très mal rémunérés. Alors justement, vous venez d'en parler. Et les hommes dans tout ça, est-ce que les Allemands participent un peu plus à ce travail invisible au sein de la maison ? Alors il y a du mieux, mais disons-le franchement, il y a une très grande marge de progression. En moyenne, une mère allemande, qu'elle travaille ou pas, va consacrer 220 minutes par jour à ses enfants et à son foyer, quand son mari, lui, ne va y consacrer que 90 minutes. Alors la plupart sont au travail dans la journée, mais ça montre aussi que les hommes en Allemagne sont beaucoup moins nombreux à faire des pauses dans leur carrière professionnelle. Et même quand ils prennent un congé parental, eh bien, ils s'absentent pour des durées bien inférieures à ce que prennent en général les Allemandes. En fait, il y a encore une vision ici en Allemagne très traditionnelle du partage des tâches entre les hommes et les femmes. Papa travaille, maman reste à la maison. Les mentalités évoluent, mais elles évoluent quand même très lentement. En tout cas, on est loin de ce que l'on peut voir, observer dans les pays voisins de l'Allemagne, en Scandinavie notamment, que ce soit au Danemark ou en Suède. Là-bas, eh bien, le partage du travail invisible, de ce que l'on fait à la maison, est beaucoup mieux équilibré entre les hommes et les femmes. Ça manque de discipline, en fait, tout ça. Merci, Amaury, et à très bientôt. Alors, pour la prochaine étape, nous partons en Chine à la rencontre de ces travailleurs oubliés, pourtant indispensables à la croissance du pays. Bonjour Arnaud. Il est grand temps, je crois, de rendre à César ce qui lui appartient, évidemment. Alors, qui sont ces employés fantômes et dont les difficultés sont bien réelles ? Bonsoir Laurent, rendons à César ce qui est à César. Ces employés fantômes de la croissance chinoise, on les appelle les Mingong. Littéralement l'ethnie, le peuple des ouvriers. Ce sont ces fermiers, ces agriculteurs qui vivaient dans les campagnes et qui sont partis dans les villes pour trouver du travail dans l'espoir d'une vie meilleure. Dans ce grand pays, il y a eu depuis la fin des années 70 un incroyable mouvement de population, une incroyable migration de l'intérieur de ces invisibles. Ils représentent tout de même 250 millions de personnes. Alors nous avons rencontré certaines de ces petites mains du boom économique chinois avec Justine Jankowski, ici à Pékin. Et vous allez le voir, ils vivent dans des conditions souvent très difficiles. Regardez. Derrière les immeubles rutilants de la capitale, des bidonvilles. C'est ici que vivent les invisibles de la croissance chinoise, comme Li Fulou. Il y a 1 an, il était encore paysan. Aujourd'hui, à Pékin, il est balayeur. 500 € de salaire mensuel, une cabane de fortune. Son rêve chinois, version réduite. Ça fait 6 ou 7 mètres carrés. J'habite ici avec mon fils. Pas de toilette, pas de douche, ni de chauffage. Chez Li Fulou, tout est bricolé avec les moyens du bord. Son seul divertissement, regarder la télé sur son téléphone. Et le discours de son président, il y croit. Là, Xi Jinping dit qu'en 2018, les Chinois deviendront plus riches et plus forts. Notre président Xi, il est excellent. Pékin est une ville aimante qui attire ces Chinois des campagnes à la recherche d'une vie meilleure. Ils sont 250 millions de paysans, 4 fois la population française, devenus vendeurs à la sauvette, chauffeurs ou livreurs, des petites mains indispensables de la croissance chinoise. Des migrants de l'intérieur, on les appelle les Mingong. Ils vivent à l'écart, de petits salaires et pourtant ce sont eux qui bâtissent la ville. Sur ce chantier, aucun ouvrier n'est pékinois. Ma maison est à 400 km d'ici. Je travaille dur à Pékin pour gagner de l'argent. À la campagne, il n'y a pas de boulot. Évidemment que ma famille me manque. Et tous les jours, de nouveaux venus envahissent les rues. Tout juste débarqués des campagnes, déjà prêts à travailler.
Ça, ce sont mes vieux habits pour travailler. À même le trottoir, une bourse à l'emploi. L'espoir de trouver un travail pour un jour ou un an. Je viens ici tous les jours, mais c'est dur de trouver un travail. À 60 ans, je devrais être à la retraite. Pour moi, peu importe le boulot, tant que je suis payé. Certains viennent d'arriver, d'autres sont installés. Jiao travaille à Pékin depuis 20 ans. À 48 ans, il est chauffeur-livreur sur les routes, 10 heures par jour. Il faut freiner doucement et être attentif quand on tourne. Sinon, on risque d'avoir un accident. Il est 18 heures. Ce colis est le 70e de la journée. Chez moi, à la campagne, je gagnais entre 300 et 400 euros par mois. À Pékin, c'est le double. C'est beaucoup mieux. 20 heures, fin de journée pour Jiao. Même s'il vit à Pékin, ce migrant de l'intérieur ne sera jamais vraiment chez lui. Car faute d'être né ici, il n'a pas le droit d'être propriétaire. Sa fille, elle, n'aura pas accès au lycée de la capitale, car ils viennent d'ailleurs. C'est injuste, mais je n'y peux rien. J'ai beaucoup contribué à l'évolution de cette ville. Malgré ça, je ne suis pas reconnu. Personne ne fait attention à moi. Pour cette famille de travailleurs invisibles, la porte de Pékin est à peine entrouverte. Ouais, donc, si j'ai bien compris, Arnaud, tous ces travailleurs chinois sont finalement étrangers dans leur propre pays. C'est incroyable quand même. Oui, tout à fait, Laurent. Étranger dans son propre pays, vous avez raison. C'est le cas de la fille du chauffeur-livreur. C'est tout le problème du rukao. Alors, le rukao, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de carte de résidence qu'on obtient dans la province dans laquelle on est et qui donne accès à tous les services publics, écoles, hôpital. Et donc, si on va vivre ailleurs, eh ben, on n'a pas le bon rukao. Et donc, du coup, des tas de migrants laissent leurs enfants dans leur province de naissance, élevés par leurs grands-parents, s'ils ont de la chance. On appelle ces enfants les enfants laissés à l'arrière, les enfants délaissés. Il y en a quand même 60 millions. C'est difficile. Et ils ne voient leurs parents très souvent qu'une seule fois dans l'année, lorsque ces parents reviennent dans leur province, à l'occasion des grandes fêtes chinoises, le Nouvel An chinois par exemple. Mais vous savez, Arnaud, si de leur côté, les autorités ont l'intention, ou essayent, on va dire, de changer la donne, de changer les choses? Non, absolument pas. D'ailleurs, bien au contraire. Les autorités pensent que les grandes villes comme Pékin ou Shanghai sont trop peuplées et donc chassent régulièrement les migrants. Tout récemment à Pékin, on a rasé des bidonvilles, ils n'ont plus d'endroit où habiter et donc ils s'en vont. On estime que d'ici 2 ans, les autorités chinoises veulent limiter le nombre d'habitants à Pékin, par exemple, à 23 millions. Il y a déjà 21 millions d'habitants dans cette ville et donc l'idée est de chasser les migrants parce que la Chine est un pays qui a connu donc le plus grand exode rural de l'humanité et on estime que d'ici 10 ans, 1 personne sur 8 dans le monde vivra dans une ville chinoise. Merci beaucoup pour toutes ces informations et ces précisions. Et à très bientôt, Arnaud, évidemment. Allez, il est temps de faire une pause numérique avec Julia Livage. Julia, est-ce que le travail invisible est représenté sur la toile? Et si oui, surtout, dites-nous de quelle façon. Alors, la notion de travail invisible sur Internet, elle est majoritairement reliée aux femmes et aux mères de famille. Pourquoi? Parce que le travail invisible sur Internet, eh bien, il va être plus du ressort du web dans un domaine culturel, dans un domaine moral. C'est-à-dire que le travail invisible professionnel, il doit être géré sous un aspect législatif. Alors que quand on parle du travail invisible des femmes et des mères de famille, eh bien, l'impact symbolique d'Internet va être très utile et très important. C'est sur Internet qu'on va en parler, qu'on va le valoriser et donc le rendre visible. Et c'est pour ça que c'est très important de se promener sur Internet et de découvrir ce travail-là. Vous avez un outil qui s'appelle Salary, qui a été mis en place par un site américain qui permet de créer le salaire d'une femme au foyer, c'est-à-dire créer un algorithme permettant de calculer ce qu'une femme... Relancer la machine, là, parce que on ne le voit pas sur votre écran. Voilà. Vous n'avez pas le retour. Alors attendez, je regarde si ça marche. Petite manip. Oui, bah écoutez, chez moi, normalement, ça fonctionne bien, mais après, le problème technique, ça nous échappe. On va le faire. Est-ce que là, c'est bon?
Oui, impeccable. Alors, je vous parlais d'un moteur de recherche qui s'appelle Salary. Alors, tout si ici. vous faites le test, en gros, c'est pas compliqué. Vous allez probablement tomber sur un salaire net de 7 000 € par mois pour 94 heures de travail, excusez-moi, 94 heures par semaine de travail. Un travail qui va accumuler bien une dizaine de métiers, Laurent. Alors, on est assistante personnelle, on est cuisinière, on est femme de ménage, on est technicienne en bâtiment, en ordinateur, concierge, psychologue, conductrice, responsable de PME, tout ça cumulé dans une seule fonction, mère de famille. Et moi, je n'ai pas pu vous le cacher de façon très visible. J'ai été un peu votre assistant. Alors, autre concept associé Vous avez au fait ça travail très bien. invisible, c'est gentil, merci, celui de la charge mentale. Exactement, la charge mentale, un travail invisible qui occupe les femmes 24 heures sur 24, une sorte d'élasticité cérébrale infinie qui fait que les femmes aujourd'hui pensent à tout, à peu près 10 000 choses à la fois, en même temps, à la maison et au travail. Eh bien, cette charge, on a commencé à en parler il y a 2 ans parce que La Croix avait diffusé cet article sur la charge mentale, article qui reste encore aujourd'hui l'article le plus lu sur le site. Vous avez aussi une jeune femme qui s'appelle Emma, qui est devenue le symbole du travail invisible. Elle a sorti une bande dessinée qui a fait le tour du web, Laurent. C'est devenu un énorme buzz. Elle rend public le phénomène, mais pas seulement. Elle sensibilise à ce moment-là la population à ce problème de société. En une quarantaine de dessins, elle nous explique avec humour, avec pédagogie, ce que c'est que la charge mentale. Depuis, eh bien, elle est devenue le symbole de cette charge mentale sur Internet. Elle a été likée plus de 250 000 fois. Elle a été reprise partout, dans tous les journaux, dans toute la presse. C'est elle, aujourd'hui, qui a fait de la charge mentale son cheval de bataille. Merci. Je crois que je suis obligé d'aller faire un petit tour sur la toile maintenant. Vous êtes Merci obligé. beaucoup, Génial. Le voyage, notre voyage, votre voyage se poursuit en Espagne cette fois-ci, où les agricultrices ont beaucoup de grains à moudre pour se faire entendre, ce que l'on a connu en France il y a peu d'années encore. Bonjour Sandrine. Vous avez rencontré ces reines des prés, comme on dit, et dont le travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Vamos al campo. Bonjour Laurent. En Espagne, les grandes invisibles de ces champs sont les femmes. Et pourtant, elles seraient près de 6 millions à y travailler. Mais elles n'apparaissent nulle part. Elles ne cotisent pas à la sécurité sociale, elles ne touchent pas de salaire. Imaginez-vous, cela fait seulement depuis 6 ans qu'une femme a le droit d'être copropriétaire de sa ferme. Avant, elle n'appartenait qu'à son mari. Nous avons suivi 2 femmes, 2 générations d'agricultrices qui ne veulent plus rester dans l'ombre. Direction la Castille. Il y a 20 ans, Conchi a rencontré Abilio et a changé de vie. Elle a quitté son bureau en ville pour les champs de Castille. La fonctionnaire est devenue agricultrice, autant dire une invisible en Espagne. Dans mon ancien travail, j'existais. Mais quand je suis devenue agricultrice, je me suis rendu compte que personne ne reconnaissait mon travail. J'étais dans l'ombre, tout le temps, dans l'ombre des hommes. Mais je me suis battue avec l'aide de la Fédération des femmes rurales pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Mais depuis 2012, la situation des femmes d'agriculteurs a changé dans le pays. La loi de propriété partagée leur permet de cotiser à la sécurité sociale et d'avoir les mêmes droits sur l'exploitation que leur mari. Conchi est donc devenue copropriétaire de ses 1800 moutons. Avant, pour effectuer la moindre démarche administrative, j'avais besoin de la signature de mon mari. Je devais la lui demander. Mais maintenant, avec la propriété partagée, c'est fini. Pas de retraite, pas de chômage. Des millions d'Espagnols travailleraient encore sur l'exploitation de leur mari, sans aucun statut. Regarde, il a plu. C'est parfait pour les bulbes des crocus. Pendant 60 ans, Gregoria a planté, entretenu et récolté du safran dans ses champs. Elle n'a jamais été déclarée. Aujourd'hui, elle vit grâce à la pension de son mari. En plus, nos maris ne nous aidaient en rien. Quand ils rentraient des champs, ils s'asseyaient et tout devait être prêt. Aujourd'hui, c'est différent et c'est tant mieux. L'homme et la femme doivent se partager la charge de travail. La fierté de Gregoria, ce sont ses 4 filles, la 4e génération de safranières de la famille. Désormais propriétaires des champs, elles ont aussi créé leur propre entreprise pour commercialiser la précieuse épice.
Nous, on revendique le fait que cette entreprise soit entièrement gérée par des femmes. C'est un message important pour toutes celles qui sont encore dans l'ombre de leur mari, pour les inciter à devenir visibles, à créer leur entreprise si elles le souhaitent. Aujourd'hui, le safran des sœurs Cabra est vendu dans le monde entier. 20 ans après son changement de vie, Conchi, elle, dirige l'association d'éleveurs de sa région. Comme elle, de nombreuses agricultrices espagnoles ont pris la clé des champs. Merci Sandrine, important de parler de ces agricultrices. Retour chez nous à présent avec Isabelle. Bonjour Isabelle Martinet. Bonjour Laurent. On va revenir effectivement sur l'évolution du travail invisible. Quand s'est-il développé déjà ? Vous savez, depuis toujours, les hommes et les femmes travaillent, c'est-à-dire s'engagent physiquement pour produire leurs moyens d'existence. Mais la notion de travail, comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire une prestation rémunérée dans une société marchande, va se développer au XIXe siècle avec la révolution industrielle. En fait, c'est le temps de vie vendu pour la productivité qui va distinguer le travail du loisir, dont tout travail non marchand est invisible, il n'est pas quantifié et il n'est pas reconnu dans les comptes nationaux. Les domaines concernés, ce sont lesquels ? Alors, principalement 3 secteurs. D'abord, le travail domestique assuré par les mères de famille, dont la gratuité est considérée comme normale. Ensuite, on a évidemment l'aide conjugale et familiale non rémunérée. Et puis, le bénévolat en association qui est facultatif. Alors, on commence par le travail domestique. Et c'est du lourd, croyez-moi. Parce qu'en moyenne, le travail invisible des femmes représente 4 heures de travail domestique, en moyenne. En plus, évidemment, d'une vie professionnelle. Alors, je sais, les hommes évoluent, mais les mentalités sont un peu lentes à évoluer. Et en attendant, c'est une double journée. Ça donne des carrières entravées et des salaires inférieurs. Après tout, c'est vrai qu'on comptabilise les heures d'une femme de ménage. Pourquoi ne prendrait-on pas en compte le ménage effectué par soi-même à la maison ? Si tel était le cas, si on rémunérait le travail domestique des femmes, ça représenterait la bagatelle de 300 milliards d'euros, s'il vous plaît. Ah, joli budget. Très joli, il est vrai. Et ce n'est pas tout, puisque à cela, s'ajoute le travail que vont réaliser les femmes dans l'entreprise de leur conjoint. On pense bien sûr aux femmes d'agriculteurs qui, elles seules, effectuent, je crois, 35% du travail dans le secteur. Alors aujourd'hui, elles ont quand même acquis un statut, celui de collaborateurs d'exploitation. Mais enfin, elles sont 4 fois moins nombreuses qu'il y a 30 ans à travailler dans l'exploitation parce qu'elles préfèrent trouver un job à l'extérieur pour gagner leur indépendance. Évidemment. On parle aussi d'aide familiale. Oui, on parle aussi d'aide familiale, c'est-à-dire les enfants qui vont occasionnellement aider leurs parents commerçants, par exemple, ou encore les grands-parents qui gardent à la demande leurs petits-enfants. Et puis, parallèlement, on a une autre catégorie, ce sont les personnes qui vont volontairement alléger leur vie professionnelle pour se consacrer à un enfant malade, à un parent âgé, à un proche handicapé. On les appelle les aidants. Ils sont 4 millions sur 21 millions et cet accompagnement entraîne à peu près en moyenne 3 semaines d'absence supplémentaire par rapport à un salarié traditionnel et bien sûr une perte de revenus. Isabelle, il y a aussi le bénévolat, ça représente du monde ? Alors oui, 13 millions de Français quand même exercent une activité bénévole en association. Ça représente 820 000 emplois à plein temps, bien sûr non rémunérés. Alors, comment expliquer l'ampleur de ce travail invisible aujourd'hui ? Mais je crois que principalement, les codes du travail ont été établis pour des hommes censés nourrir leur famille et être détachés de tout souci domestique. Donc la place de la femme était dans l'invisible et son salaire, toujours inégal à celui d'un homme, a très longtemps été considéré comme un appoint. Donc ça explique peut-être aujourd'hui pourquoi certaines femmes préfèrent rester à la maison que consacrer un salaire modeste aux frais de garde d'enfants. Et ça explique aussi pourquoi, souvent, les femmes seules avec enfants sont les plus défavorisées. Beaucoup de flou, mais il y a quand même des solutions qui se mettent en place. Oui, on est en train de prendre conscience que ce travail invisible existe. Par exemple, on travaille sur plus de compatibilité entre le travail et la parentalité, avec l'aménagement des horaires, avec le développement du télétravail. Et puis on progresse aussi sur le don de RTT et sur cette allocation, vous savez, qui s'appelle l'allocation journalière de présence parentale, qui bien sûr facilite l'aide à domicile. Bon, c'est le cas de le dire, il y a encore un peu de boulot. Hein. Encore un peu de boulot parce qu'on avance, mais doucement. C'est un peu comme si les codes restaient influencés par la structure originelle du couple. Vous savez, dans le style... Monsieur chasse le bison, fabrique les outils, cultive la terre. Madame enfante, s'occupe de ses petits, bien sûr cuisine le bison.
Mais enfin, quand même, on avance. Allez, arrêtez avec cette image. Merci Isabelle. Pour la toute dernière destination, direction l'Italie maintenant, où ce sont traditionnellement les femmes au foyer qui font tourner la maison. Là encore. Bonjour François. Alors, ces fameuses mamas sont très organisées et elles ont même un syndicat. Hein. Bonjour Laurent, effectivement. Alors elles ont un nom, on les appelle les casalinghe, casalinga au singulier en italien. Ça veut dire littéralement celles qui s'occupent de la casa, celles qui s'occupent de la maison. Donc en français ce serait tout simplement les ménagères. Et vous l'avez dit, elles ont également un syndicat. Alors c'est un syndicat professionnel qui les protège, qui par exemple leur permet de prendre une assurance contre les accidents domestiques qui sont en fait pour elles des accidents du travail. Alors il y a en Italie 7 à 8 millions de casalinghe, c'est beaucoup et je dirais leur profil a beaucoup changé depuis les années 50 ou les années 60 où c'était effectivement le profil de la mama, le profil tutélaire. À l'époque elles avaient beaucoup d'enfants, aujourd'hui elles en ont beaucoup moins et ce qui a changé également c'est qu'elles ne sont pas forcément satisfaites de ce statut. Laurent, une étude a été faite récemment, on leur a demandé si elles avaient le choix, si elles se remarieraient et si elles seraient de nouveau femmes au foyer, la moitié d'entre elles, la moitié des femmes italiennes a dit qu'elles ne le referaient pas. Et puis, depuis peu, François, une nouvelle catégorie de travailleurs invisibles, ce sont les pères au foyer. Absolument. Alors là, je dirais c'est une raison essentiellement économique. Il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu leur emploi, qui se sont retrouvés à la maison. Pour certains d'entre eux, c'était donc pas volontaire. Mais d'autres ont décidé de faire de cette situation un atout. Je vous propose de partir près de Milan. Regardez ce reportage réalisé par Laura Tositi et Luigi Maléjac. Lorsqu'il va faire ses courses, ce père de famille semble être un Italien comme les autres. Pourtant, son travail est encore rarissime. Claudio est en effet homme au foyer. Une position que ses proches ont parfois du mal à accepter. Pour moi, l'homme doit travailler et la femme rester à la maison. Il y a 5 ans, Claudio a perdu son travail. Il s'est retrouvé à la maison. Au début, c'était une contrainte. Mais aujourd'hui, c'est un choix qu'il assume. Je lave, je repasse, je prépare à manger, je fais les courses, je m'occupe des factures, je déniche les bons prix dans les supermarchés. C'est un vrai métier. Également, un choix financier. Claudio a fait le calcul. Grâce à lui, sans nounou ni femme de ménage, son couple économise 1 300 € par mois. Mais en Italie, sa profession n'est pas vue comme un vrai métier. Quand on me demande ma profession, je réponds homme au foyer. Une fois, une femme m'a répondu « Donc tu es au chômage ?» Je me suis énervé, j'ai dit « Madame, vous êtes une femme. Vous savez que s'occuper de la maison est fatigant. Je suis homme au foyer, je ne suis pas au chômage. » Homme au foyer, un métier sans fiche de paye, mais surtout un job sans répit, qui le fatigue plus que son ancien travail de cadre d'entreprise. Côté positif, il a plus de temps pour profiter de ses enfants, de jumeaux adolescents. La journée s'est bien passée, n'est-ce pas? Claudio a même dû apprendre à cuisiner. Une nouvelle passion qui réjouit toute la famille. Ça me va, il suffit que je sois nourri. Papa cuisine bien, donc ça me dérange pas que ce soit lui. Et lorsque maman revient pour le déjeuner, elle est tout sourire. Je travaille beaucoup. Je suis rassurée de savoir que mon mari s'occupe si bien des enfants. Et quand je rentre tard du boulot et que je trouve le dîner prêt, c'est vrai que ça fait plaisir. De son métier, il a fait un combat. Avec son ami Roberto, lui aussi homme au foyer, ils ont créé une association. Leur objectif, être reconnus au même titre que les mamas italiennes. Ensemble, ils sourient en se rappelant du chemin parcouru. Au début, j'étais un des seuls papas sur la place avec ma fille dans la poussette. On me disait « Où est ta femme ? Au travail ? Et toi, tu restes chez toi à faire la maman ? Non, je reste chez moi pour faire le papa. » Avec la crise, beaucoup d'hommes italiens sont à la maison malgré eux. Claudio et Roberto tentent de leur redonner l'estime d'eux-mêmes, en leur rappelant qu'ils sont indispensables.
Et entre nous, François, c'est perçu comment ce statut d'homme au foyer? J'ai l'impression quand même que l'image de l'Italien macho vient de prendre une claque là. Oui, c'est vrai que les mentalités sont en train de changer ici en Italie, mais les mentalités, Laurent, changent quand même lentement. Je vais vous donner un seul exemple. Il y a 2 ans, pas il y a 50 ans, pas il y a 60 ans, il y a 2 ans, il y a un homme, un Italien, qui a porté plainte contre sa femme. Donc il a été au tribunal parce qu'il estimait que celle-ci ne faisait pas assez les tâches ménagères, ou quand elle les faisait mal, et son honneur de mâle, d'homme, était mis en cause, et donc il a été au tribunal pour ça. Alors évidemment, c'est une histoire tout à fait incroyable, mais quand même ça prouve qu'effectivement la mentalité change lentement. Cela dit, les hommes au foyer, comme on a vu dans ce reportage, sont en train d'obtenir, je dirais, le même statut que les femmes au foyer, même s'il y a encore une fois un long chemin pour que les hommes au foyer soient exactement l'égal des femmes au foyer en Italie. Merci François, revenez quand vous voulez avec des histoires comme celle-ci, c'est magnifique. Madame, Monsieur, l'émission touche à sa fin. Merci à nos 4 correspondants pour cette immersion dans ces métiers dont on ne parle pas assez. La semaine prochaine, autre thème à l'occasion du Salon des seniors. Alors, les retraités seront à l'honneur. Comment occupent-ils leur journée? Quelle place leur est réservée dans les autres pays? Sont-ils chouchoutés ou au contraire délaissés? Pour le savoir, rendez-vous samedi prochain. Vous verrez que les seniors en ont sous le pied. Télématin, c'est donc fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès lundi, 6h30. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Together.